Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner mon avis sur un livre, plus lire quelques pages de celui-ci. Je vous présente le dernier tome de la série Phobos de Victor Dixon, qui s'appelle donc Phobos 4 tout simplement, puisque j'ai réussi à l'emprunter dans ma bibliothèque. Je voulais repréciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que je vais évoquer dans cette vidéo des éléments de l'intrigue des 3 premiers tomes. Donc si jamais vous ne souhaitez pas les savoir, je vous laisserai lire uniquement enfin ne pas regarder cette vidéo, lire le livre et puis éventuellement regarder cette vidéo après si ça vous fait plaisir. Donc voilà. Donc tout d'abord, nous avons donc le résumé qui est donc ici. Ils peinent à reprendre leur marque. Ils sont les rescapés du programme Genesis. Exilés sur Mars, ils ont traversé un désert de solitude. De retour sur Terre, ils sont emportés par un tourbillon de célébrités. Elle peine à reprendre son souffle. Obsédée par des questions sans réponse, Léonore refuse les honneurs et les caméras. Le danger planant sur la planète bleue. Pardon. Est-il vaincu pour toujours? Les secrets hantant la planète rouge sont-ils enfouis à jamais? Et si, d'un bout à l'autre du système solaire, tout pouvait basculer à nouveau? Voilà, je m'excuse d'avoir baillé. Et du coup, je voulais vous lire donc les premières pages de ce tome 4, puis vous donner mon avis sur le tome 4 et sur l'ensemble de la série. Donc, un paysage aride et désertique s'étend aussi loin que porte le regard. Tout est parfaitement immobile, depuis les immenses falaises hautes comme des montagnes, jusqu'aux plus petits grains de sable reposant au fond du gigantesque canyon. Difficile d'imaginer qu'il y a quelques mois, ce panorama figé était en proie à l'une des plus violentes tempêtes à s'être jamais levée dans le système solaire. Quelques débris affleurent çà et là entre les dunes, alvéoles de verre fracassées et poutrelles d'aluminium tordues. Ce sont les vestiges de la base de New Eden, l'arche de vie lancée à l'assaut de ce monde mort. Ici, pendant quelques mois, une poignée d'êtres humains ont vécu, souffert, aimé. Ils sont repartis à présent, emportant avec eux leurs cauchemars et leurs rêves. Le tourbillon des passions s'est dissipé. La saison des tempêtes s'est achevée. En retombant, le vent a déposé sur la planète entière un linceul de poussière rouge, un suaire de silence. De silence. N'y a-t-il pas un léger crissement au fond de cette éternité? Un son évoquant des gravillons qui glissent, des pattes qui fouissent. Là, tout près, derrière cette dune, le sable se creuse, s'effondre sur lui-même, aspiré par quelque chose en dessous, quelque chose d'enseveli, et qui veut sortir. Un appendice muni d'une pince acérée grève soudain la chape de sable. Le lointain soleil s'y reflète, éveillant un éclat métallique, pâle et froid comme une lame. Quelques instants après, un deuxième bras perce le sol. De part et d'autre, les larges pinces se déploient sous le terrain meuble pour y prendre appui, et elles poussent, elles s'enfoncent, elles font levier de toute leur force inhumaine. Dans un déchirant grincement de vérin grippé, le corps auquel elles sont rattachées émerge peu à peu. D'abord, un crâne aussi lisse et chauve que celui d'un squelette, puis un œil aussi noir et rond que celui d'un cyclope. Enfin, au lieu de jambes, 4 roues encrassées, qui se mettent aussitôt à tourner, émettant un vrombissement strident, envoyant des giclées de poussière rouge dans les airs. Après avoir patiné un long moment, l'étrange créature parvient enfin à s'extraire de sa fosse mortuaire. Elle se met en route, seul objet mouvant dans ce monde immuable, vers une destination inconnue. De longues langues rousses s'élèvent majestueusement dans le vide de l'espace. Elles
Elle se déploie avec lenteur, telle des volutes. Elle danse en ondulant comme des flammes. Mais ce n'est qu'une illusion. Ce feu-là ne brûle pas. Il n'émane pas d'un âtre, mais d'un visage, celui d'une jeune femme aux joues mangées de son, Léonore, la pionnière française du programme Genesis. Le corps en suspension, elle est vêtue d'un jean et d'un t-shirt trop grand, dont le tissu blanc flotte dans la pesanteur. Une tenue semblable à celle qu'elle a arborée en s'embarquant pour le vol à l'aide du Cupido 2 ans et demi auparavant. Mais ce n'est plus la rage de conquérir la gloire à tout prix qui fait briller ses yeux. Ce sont simplement les étoiles qui scintillent par millions derrière la bulle de verre du parloir et sur sa tablette à croquis qu'elle tient entre ses mains. Du bout de son stylet, elle reproduit les constellations et dessine au-dessus des dragons, des pégases, des chimères, les figures mythologiques que les hommes ont cru y voir depuis la nuit des temps. Soudain, un grincement métallique retentit. Léonore détache les yeux de son œuvre. Elle tourne la tête, en voyant une onde à travers sa chevelure flottante, pour regarder en direction de la trappe qui conduit aux étages inférieurs du compartiment vide. Une grande fille aux cheveux rassemblés dans un chignon de danseuse se tient là, en haut de l'échelle. C'est Elisabeth, la pionnière britannique, elle aussi rescapée de la première saison du programme Genesis. Léo, appelle-t-elle doucement, j'étais sûre de te trouver ici, dans la bulle. C'est un miracle que tu n'aies pas attrapé le mal de l'espace, avec tout le temps que tu y passes depuis le début du voyage. Tu n'en as pas assez. Léonore embrasse le panorama cosmique du regard. Comment peut-on en avoir assez de ça demande-t-elle en guise de réponse. Comment peut-on en avoir assez de l'infini? Il va pourtant falloir que tu redescendes sur Terre comme nous toutes, dit l'Anglaise en souriant affectueusement. Plus qu'une petite semaine avant d'arriver en orbite terrestre. On va enfin pouvoir respirer autre chose que de l'air recyclé tournant en boucle. D'ailleurs, les équipes au sol sont sur le point de s'adresser à nous. On m'a envoyé te chercher, tu viens. Léonore éteint sa tablette, range son stylet et, d'un mouvement de hanche semblable à celui d'une sirène nageant dans la mer, se projette en direction de la trappe. Elle agrippe les barreaux de l'échelle et la descend à la suite d'Elisabeth, jusqu'à la salle de gym circulaire, dont l'aménagement n'a guère changé depuis le voyage aller. On reconnaît les machines, les vélos, le tapis de course. Seule différence, le dôme des caméras surplombant chaque appareil a été recouvert d'un épais ruban adhésif opaque, empêchant toute tentative de filmer. Je suis sûre qu'au fond de toi, tu as hâte de rentrer, dit Elisabeth, elle aussi en jean et t-shirt. Ne serait-ce que pour retrouver Mozart, pas vrai? Moi, je peux te dire que je brûle d'impatience de serrer Tao dans mes bras après 5 mois de séparation. Léonore ne répond pas. Elle traverse la salle de gym sur les pas de la belle Anglaise, qui poursuit à voix haute. C'est étrange quand on y pense, d'avoir effectué le voyage retour dans 2 compartiments séparés, les filles d'un côté et les garçons de l'autre, dans les mêmes conditions qu'à l'aller. Comme si on n'avait pas vécu ensemble sur Mars pendant 2 années, comme si rien ne s'était passé. Elle s'arrête devant la trappe conduisant à l'étage du dessous, semble réfléchir un instant, puis ajoute « Tout compte fait, cette séparation a quelque chose de romantique. Ça me rappelle les fiançailles au début du programme Genesis. » L'œil de Léonore étincelle. « Ce ne sont pas les fiançailles, c'est une quarantaine, s'exclame-t-elle en saisissant le bras d'Elisabeth. Ça n'a rien de romantique. C'est une précaution sanitaire pour éviter qu'une nouvelle fille tombe enceinte. On l'a écrit noir sur blanc dans notre déclaration d'abolition du programme. La chaîne Genesis est enterrée, dead, finie pour toujours. À peine ces paroles sorties de sa bouche, Léonore semble s'apercevoir qu'elle a parlé un peu trop haut, qu'elle serre le bras d'Elisabeth un peu trop fort. Elle relâche son étreinte et ajoute aussitôt d'une voix plus douce. « Excuse-moi Alice, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons plus besoin de caméras, de micros, de mise en scène permanente pour vivre nos vies. Si les gens de Cap
hoche la tête un peu penaude. C'est à moi de m'excuser, Léo, murmure-t-elle. Et c'est toi qui as raison, il n'y a aucune nostalgie à avoir. Soulevant la trappe, les deux filles descendent au 3e étage dans la salle de bain. Les cheveux de Léonore retombant un peu plus lourdement sur ses épaules à mesure qu'augmente la gravité artificielle générée par la rotation du vaisseau. Ici, pas de dôme de caméra apparent, c'est le miroir circulaire entourant la pièce qui a été entièrement barbouillé de rouge à lèvres, de fond de teint et de fard à paupières. Les couches de maquillage, en séchant, ont créé une sorte de croûte évoquant une toile abstraite et bariolée. Mais c'est surtout une barrière contre les caméras cachées derrière la glace sans teint dont la présence illégale a été révélée suite à la chute de Serena McBee. Franchissant une 3e trappe, Elisabeth et Léonore arrivent enfin dans le séjour. Là aussi, les caméras embarquées ont été systématiquement condamnées et nul terrien ne peut voir l'incroyable capharnaüm qui règne dans la pièce. Couverture éparse, coussins sans dessous, chaussettes et soutien-gorge abandonnés sur le canapé. Il règne ici une pagaille digne d'un dortoir. 8 visages se tournent vers les nouvelles venues. Ils appartiennent aux candidates des 2 saisons du programme Genesis réunies, vivant dans le même compartiment depuis le début du voyage retour, partageant les mêmes appartements et les mêmes habits. En quittant la base de New Eden en catastrophe 5 mois plus tôt, les survivantes de la saison 1 n'ont pu emporter aucun effet personnel. On t'attendait, Léo, s'exclame Safia, la petite indienne, nageant dans un top trop grand de plusieurs tailles pour son corps menu. La transmission est sur le point de commencer, renchérit Fang Fang, la singapourienne, en rajoutant ses lunettes carrées. Mais Kelly et Chris dorment toujours dans la chambre au 1er étage. Est-ce qu'on doit les réveiller? Léonore secoue la peine. Pas la peine. Kelly a besoin de se reposer avec sa maladie. Et Chris aussi du fait de sa grossesse. On leur racontera. Bien, docteur. Les candidates de la saison 2 s'écartent pour laisser une place à Léonore devant l'écran panoramique qui fait face à la cheminée holographique. On sent chez elle un grand respect pour celle qui a défié le destin, révélé l'horrible secret à l'origine du programme Genesis et mis en déroute sa toute-puissante productrice. Voilà, je vais m'arrêter ici pour la lecture. Donc, mon avis sur ce tome 4. Alors, j'ai trouvé le début du tome 4 pas trop mal, avec donc cette arrivée qui est quand même mise en scène, etc. Et le retour sur Terre des pionniers. Après, j'ai trouvé la fin du tome un peu farfelue. Enfin voilà, c'est ça que j'essayais de chercher. Je cherchais mes mots, mais j'ai un peu de mal à vous dire. Autant les explications scientifiques m'ont semblé cohérentes dans l'ensemble pour un certain nombre de choses, autant à la fin pour ce qui est arrivé aux Japonais. Je vais pas dire quoi, mais bon voilà, il est arrivé un truc aux Japonais. J'ai eu l'impression que c'était quand même un peu n'importe quoi. Après, la décision de Léonore, à la suite de ce qu'elle découvre sur Kenji, je sais plus comment il s'appelle, m'a semblé cohérente. Toute l'histoire avec le procès m'a semblé cohérente. Mais voilà, ce truc-là, j'ai trouvé ça moyen, donc bon, ça m'a un peu gâché. Et j'ai trouvé que ce tome 4 avait quand même beaucoup de passages où il se passe pas grand-chose, puis d'un coup il se passe plein de trucs, puis il se passe pas grand-chose, puis d'un coup il se passe plein de trucs, etc. Donc voilà, je vais pas dire que je l'ai pas aimé, parce que j'ai été satisfaite d'avoir un certain nombre de réponses dans ce tome 4, mais il m'a manqué quand même des réponses. Il m'a manqué certaines choses que j'ai trouvées pas assez développées. Notamment, j'aurais bien aimé avoir quelques petites pages par-ci par-là sur la vie de Serena McBee. À part des pionniers, enfin, voilà, j'aurais bien aimé avoir des réponses là-dessus. Mais j'ai trouvé que ça restait fidèle aux autres tomes, que c'était toujours bien écrit. Voilà, même si je suis pas d'accord avec tous les choix qui ont été faits par l'auteur, je respecte totalement son travail. Donc voilà, donc
je suis quand même contente d'avoir lu ce tome 4. Mais bon, il y a eu un moment où ça m'a pris... il y a eu 2-3 fois où ça m'a pris quand même 2-3 jours pour m'y remettre. Et où j'ai préféré lire autre chose parce que c'était des moments de creux, etc. Notamment sur toute l'histoire de Léonore et tout. Enfin, j'ai trouvé qu'on en faisait un peu des caisses et qu'on cherchait à tout prix à savoir des trucs qui, selon moi, dans cette histoire, n'avaient pas grande importance. Alors après, pour mon avis sur l'ensemble de la série, j'ai trouvé que c'était une bonne série sur l'espace. Je suis contente d'avoir lu une série où le voyage vers Mars est quand même présenté de façon plausible, où les bases vers Mars, la planète en elle-même sont présentées de façon plausible. Encore une fois, à ma connaissance, j'ai pas un doctorat sur la vie de Mars, donc il est possible qu'il y ait plein de choses qui soient fausses que je ne connaisse pas. Mais voilà, ça j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que les relations entre les personnages étaient globalement à peu près cohérentes dans les 4 tomes, les uns par rapport aux autres. Donc ça j'ai trouvé ça bien. Après voilà, il faut pas oublier que il y a quand même pas mal de choses un peu sur la vie de Léonore, sur son personnage et tout, qui parfois, à moi personnellement, me semblait un peu trop. Parce que moi j'ai pas le même caractère, donc il y a des fois des réactions que j'aurais pas du tout eues, ou d'autres que j'aurais eues qui n'étaient pas les siennes. Mais ça m'a semblé normal dans l'histoire. Alors il y a des personnages qui sont écrits un petit peu pour qu'on les déteste. Je pense notamment à... Comment il s'appelle? Alexei, je sais plus. Voilà. Ou Serena McBee. Mais bon, ils sont nécessaires, donc ça me paraît tout à fait normal. Après, est-ce que je vous conseille cette série? Oui, c'est quand même une série que je conseille. Après, est-ce que je pense qu'elle plairait à des adolescents? Parce que pour moi, c'est une série qui est écrite pour des grands collégiens ou des lycéens. Oui. Enfin, des adolescentes, pardon. Oui. Est-ce qu'elle plairait à des adolescents? Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que le point de vue de Léonore est... Enfin, l'histoire est très centrée du point de vue de Léonore et je ne sais pas si un adolescent ou un homme se reconnaîtrait dans cette histoire. Je ne sais pas s'il serait intéressé par les passages un peu d'amour qui sont quand même présents régulièrement dans les 2 tomes. Non, dans les 4 tomes, pardon, n'importe quoi. Pourquoi j'ai dit 2, j'en sais rien, mais voilà. Voilà, mais globalement, moi je trouve que c'est un livre qui est très bien écrit, qui est pertinent, donc ça reste un livre que je vous conseille, sans être un livre que je compte m'acheter pour relire